Aujourd'hui, on va parler des célébrations interdites du football, des gestes devenus cultes, mais aussi coûteux. Carton jaune, suspension, voire carrière brisée. Certaines célébrations ont franchi la ligne rouge. On va les revoir ensemble, classées en 4 catégories. Les célébrations politiques, les provocations, les shows, et enfin, celles qui ont carrément obligé la FIFA à changer les règles. On commence tout de suite. Mars 2013, championnat de Grèce. L'AEK Athènes reçoit Averia. Un match sans grande histoire jusqu'à la 84e minute. Georgios Katidis, jeune milieu de 20 ans, ancien capitaine de la sélection grecque U19, fait trembler les filets. Un but décisif. Le stade explose. Et puis, en une fraction de seconde, le drame. Au lieu de courir vers ses coéquipiers, Katidis se tourne vers les tribunes, lève le bras droit, main tendue. Le geste est clair et les caméras le captent instantanément. La gêne est palpable. Dans un pays marqué par la crise économique et une montée de l'extrême droite, l'image devient une bombe. La fédération grecque réagit en quelques heures et le bannit à vie de toutes les sélections nationales. L'AEK Athènes, son propre club, dénonce un acte inacceptable et résilie son contrat. Katidis tente de se défendre en disant qu'il ne connaissait pas la signification du geste et qu'il pointait juste un supporter. Personne n'y croit, les images parlent d'elles-mêmes. En l'espace d'une minute, il est passé du statut de grand espoir du football grec à celui de paria, et sa carrière venait de s'effondrer sous les yeux du monde entier. Quelques mois plus tard, il est transféré en Série B à Novara, puis il rejoint en 2014 Veria justement, et prendra sa retraite dans un club de 2e division tchèque en 2019 à seulement 26 ans. Coupe du Monde 2018 en Russie. Suisse-Serbie, un simple match de phase de groupe en apparence seulement. Sur le terrain, 2 nations, mais derrière, des décennies d'histoire, de guerre et d'identité. Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, 2 des stars suisses, ont tous deux des origines kosovares. Le Kosovo, un territoire qui a longtemps été au cœur d'un conflit sanglant avec la Serbie. À la 52e minute, Xhaka égalise d'une frappe lointaine. Il court vers les caméras, croise les mains et étend les pouces, le symbole de l'aigle bicéphale, emblème de l'Albanie, pays fraternel du Kosovo. Quelques minutes plus tard, Shaqiri marque le but de la victoire et refait exactement le même geste. Les tribunes serbes explosent de colère et les médias s'enflamment. La FIFA ouvre immédiatement une enquête et sanctionne les 2 Suisses de 10 000 francs suisses d'amende, chacun pour comportement provocateur à connotation politique. Pour la FIFA, la règle est claire. Aucune expression politique sur le terrain. Mais pour Xhaka et Shaqiri, c'était autre chose. Un message d'identité, de fierté et peut-être de revanche face à une histoire douloureuse. Décembre 2013 en Première Ligue. West Ham affronte West Bromwich Albion. Nicolas Anelka marque un but, mais c'est sa célébration qui va marquer l'histoire. L'attaquant court vers le coin du terrain, baisse un bras et place l'autre main sur son épaule opposée. Un geste énigmatique pour les Anglais, mais immédiatement reconnaissable en France à l'époque, la quenelle. Un geste popularisé par l'humoriste Dieudonné, accusé à de multiples reprises d'antisémitisme. Anelka dira plus tard qu'il s'agissait d'un hommage à son ami, mais la polémique, elle, est mondiale. En Angleterre, les médias explosent. Le geste est perçu comme politique, discriminatoire et profondément choquant, d'autant plus que le dirigeant du club, Jeremy Peace, est de confession juive. La fédération anglaise enquête plusieurs semaines et décide de suspendre le Français 5 matchs et lui inflige une amende de 80 000 livres pour atteinte grave à l'image du football anglais. West Brom lui propose de revenir uniquement à condition qu'il présente des excuses publiques. Anelka refuse, déclarant qu'il veut garder son intégrité et résilie lui-même son contrat dans la foulée. 2019, match de football entre les sélections U19 de l'Inde et du Pakistan. Une rencontre tendue comme souvent entre ces 2 nations rivales. Depuis la partition de 1947, l'Inde et le Pakistan vivent dans une rivalité permanente où chaque affrontement sportif devient une forme de revanche nationale. Ce jour-là, Mohamed Abdullah marque un but pour le Pakistan. Mais au lieu d'une célébration classique, il s'assoit calmement et mime boire une tasse de thé. Le geste paraît anodin, mais Indiens et Pakistanais comprennent immédiatement la référence. Quelques mois plus tôt, un pilote indien capturé par le Pakistan avait été filmé en train de boire du thé en captivité. La vidéo, devenue virale, avait été utilisée par les médias pakistanais comme symbole de supériorité et d'humiliation envers l'Inde. Alors quand Abdullah imite cette scène en plein match, le message est limpide. Les joueurs indiens s'indignent, le public siffle et l'arbitre intervient immédiatement. Carton jaune pour provocation et comportement antisportif. L'incident fait le tour des réseaux, repris par les journaux des 2 pays. Pour certains Pakistanais, c'est de l'humour patriotique. Pour les Indiens, c'est une insulte nationale. En Italie, le football et la politique se croisent plus souvent qu'on le pense. Mais avec Paolo Di Canio, la frontière a littéralement explosé. Début des années 2000, Di Canio joue à la Lazio, un club populaire, mais aussi tristement connu pour une frange d'ultra d'extrême droite, la Curva Nord. Lors d'un derby bouillant contre la Roma, Di Canio marque. Il court vers les tribunes, se fige et lève le bras droit, main tendue, paume ouverte. Un geste lourd d'histoire, instantanément reconnaissable. Les photos font le tour du monde et le scandale éclate.
Ce n'est pas un dérapage isolé, Di Canio répétera le geste plusieurs fois par la suite. À chaque fois, même provocation, même justification, c'est un salut romain, pas politique. Mais pour le reste du monde, la ligne rouge a été franchie. Les journaux italiens en font leur une et des politiciens demandent des sanctions exemplaires. La fédération italienne le condamne pour comportement provocateur, 10 000 € d'amende et suspension d'un match. Pour une partie des supporters de la Lazio, il devient une icône. Pour les autres, un symbole de division et de honte. Même après sa retraite, il assumera toujours son geste, disant qu'il ne reniait pas ses convictions. Avril 1999, Liverpool reçoit Everton dans un derby tendu, bouillant, presque haineux. Depuis des mois, Robbie Fowler, le buteur star des Reds, subit un torrent d'insultes venus des tribunes adverses. Les fans d'Everton ont trouvé une nouvelle obsession. Ils l'accusent de consommer de la drogue. Des banderoles circulent, des chants fusent. Fowler encaisse, mais tout le monde sent qu'il bouillonne intérieurement. Et ce jour-là, à la 15e minute, il craque. Liverpool obtient un penalty. Fowler s'avance et marque sans trembler. Mais au lieu de célébrer avec ses coéquipiers, il s'agenouille, se penche vers la ligne de but et mime une trace de C. Il sniffe littéralement la ligne blanche du terrain. Son coéquipier Steve McManaman tente immédiatement de le relever, comprenant que la scène va mal tourner. Mais trop tard, les caméras ont tout filmé. En quelques heures, l'image fait le tour du monde. Les tabloïds s'en emparent, la fédération anglaise ouvre une enquête pour comportement dégradant et images nuisibles au football. Résultat, 60 000 livres d'amende et 4 matchs de suspension. Liverpool défend son joueur, expliquant que c'était une réponse humoristique aux provocations d'Everton. Mais la fédération, elle, veut faire un exemple. Fowler devient malgré lui le symbole d'un débat plus large. Jusqu'où peut aller un joueur pour répondre à la provocation? Même décor, même rivalité, mais plus d'une décennie plus tard. Le derby de la Mersey reste toujours aussi électrique. Cette fois, nous sommes en octobre 2012, à Goodison Park, et le rôle principal revient à Luis Suarez, le joueur le plus détesté d'Angleterre à ce moment-là. Depuis plusieurs semaines, il est la cible du manager d'Everton, qui l'accuse publiquement d'être un simulateur. Ambiance posée, les supporters d'Everton sont en feu. Chaque fois que Suarez touche le ballon, les sifflets descendent comme une pluie. Alors quand il marque ce jour-là, le joueur uruguayen n'hésite pas une seule seconde. Il s'élance vers la ligne de touche et, juste devant le banc d'Everton, réalise un plongeon théâtral. Certains rient, d'autres sont furieux. Même Moïse, impassible sur le bord du terrain, ne peut s'empêcher de secouer la tête. L'arbitre, lui, applique le règlement. Carton jaune pour provocation. C'est sûrement l'une des célébrations les plus connues du XXIe siècle. Avril 2012 au Camp Nou, jour de Classico entre le Real Madrid et le Barça. Le score est de 1 partout, la tension est maximale, et comme souvent dans ces matchs-là, c'est Cristiano Ronaldo qui fait basculer la rencontre. Sur une passe de Ozil, il s'échappe, dribble Valdés et marque dans un silence glacial. Mais au lieu d'exploser de joie, Ronaldo s'avance vers le virage catalan, pose un doigt sur sa bouche et fait ce geste culte. Un geste simple, mais terriblement symbolique. On se retrouve au Brésil en 2014. São Paulo affronte Santos, un match déjà bouillant. Mais cette fois, la tension n'est pas entre deux équipes. Elle est entre un joueur et son propre entraîneur. Depuis plusieurs semaines, Mauricio Ramalho, le coach de São Paulo, critique ouvertement Pato. Il le juge trop immature, trop léger, pas assez concentré pour redevenir le prodige qu'il était à ses débuts au Milan AC. Et forcément, Pato n'a pas oublié. Alors quand il marque ce jour-là, il s'avance vers son banc, sourire ironique au coin des lèvres et mime le geste de boire un biberon. Un message envoyé, non pas aux adversaires, mais directement à son propre coach. Le stade est partagé entre rire et malaise. Ramalho reste pétrifié, furieux, pendant que l'arbitre sort un carton jaune pour provocation. Année 2000 en Angleterre. Le public de Portsmouth attendait toujours le spectacle avec Lualua, parce qu'avec lui, chaque but était un show. Il ne se contentait pas de lever les bras ou d'embrasser le blason, non, lui, c'était une série de saltos arrière, digne d'un gymnaste olympique. C'était sa marque de fabrique. Chaque but, un salto. Mais un jour, la célébration tourne mal. Sur une pelouse humide, après un but décisif, Lualua retombe mal et se tord la cheville. Bilan, plusieurs semaines d'absence. Et là, plus personne ne rigole. Lualua, lui, en rit jaune tandis que les fans, à chaque but, souhaitent revoir ses saltos. Angleterre, 1998, à St James Park. Newcastle reçoit Bolton pour un match de Première Ligue sans grande histoire. Mais ce soir-là, Tamuri Ketsbaya va offrir l'une des célébrations les plus étonnantes jamais vues. Le contexte d'abord, depuis des semaines, le milieu géorgien bouillonne. Il enchaîne les remplacements, reste souvent sur le banc et sent la frustration monter à chaque match. Et puis, dans les dernières minutes de cette rencontre, le ballon lui revient dans la surface. Il frappe, but, la libération. Mais la suite, personne ne s'y attend. Ketsbaya arrache son maillot, sprint vers les panneaux publicitaires et se met à les frapper violemment à coups de pied, encore et encore, jusqu'à ce que ses coéquipiers le retiennent de force. Pour le club, c'est la honte. Amende, avertissement et rappel à l'ordre. Pour les fans, c'est devenu culte. Un moment de pure explosion
où la frustration accumulée pendant des semaines s'est transformée en célébration de colère. Manchester, 2011, derby explosif entre United et City. Et ce jour-là, c'est Mario Balotelli qui va entrer dans la légende. La veille du match, la presse anglaise s'en donnait déjà à cœur joie. Balotelli a encore fait parler de lui. Feu d'artifice dans sa salle de bain, sortie nocturne polémique. Le joueur italien était devenu un aimant à scandale. Alors quand il ouvre le score à Old Trafford, il sait exactement ce qu'il va faire. Pas de sprint, pas de sourire, il soulève son maillot et laisse apparaître un t-shirt avec 3 mots inscrits « Why always me ?» Traduction « Pourquoi toujours moi ?» La réponse du génie fou au tabloïd. L'arbitre, lui, applique la règle. Carton jaune pour message sur un t-shirt. Tout commence à Dortmund en 2014, lors d'un derby bouillant face à Schalke. Aubameyang marque, court vers le but et sort de derrière les panneaux un masque de Spider-Man. Quelques mois plus tard, il remet ça. Cette fois, c'est Batman. Et plus tard à Arsenal, il sort un masque de Black Panther. Les fans adorent, mais du côté des instances, le sourire disparaît vite. La FIFA interdit tout accessoire ou élément déguisé pendant une célébration. Et pire, à Dortmund, le masque Spider-Man était siglé Nike, alors que le club était sponsorisé par Puma. Résultat, amende du club, coup de gueule du sponsor et rappel à l'ordre pour usage de marques concurrentes. C'est sûrement la célébration la plus universelle du football. Le but décisif, l'adrénaline. Et ce geste instinctif, arracher son maillot, le brandir devant le public et courir torse nu. Mais depuis 2004, ce geste est devenu un crime footballistique. La loi 12 de l'IFAB, qui régit les règlements du football mondial, stipule noir sur blanc que retirer son maillot après un but est considéré comme une conduite excessive. Résultat, carton jaune automatique. Officiellement, cette règle est là pour éviter les débordements. Grimper sur les grillages, provoquer les supporters ou afficher des messages politiques, religieux ou commerciaux. Mais officieusement, les diffuseurs et les sponsors y voyaient un autre problème. Les caméras perdaient la marque du maillot. Et dans un football devenu ultra marchand, la passion ne doit jamais cacher le logo. 17 octobre 2014. Le PSG affronte le RC Lens au Stade de France. À la 55e minute, Edinson Cavani ouvre le score. Comme toujours, il célèbre à sa manière, 2 doigts pointés vers le ciel, mimant un fusil. Un geste devenu sa signature, reconnu partout en Europe. Mais cette fois, l'arbitre Nicolas Rainville ne le voit pas du même œil. Il considère la célébration comme une provocation et sort un carton jaune. Cavani proteste, tente de s'expliquer, mais la discussion tourne court. L'arbitre lui colle un deuxième jaune pour contestation. Résultat, expulsion. Le Matador quitte le terrain, abasourdi par la décision polémique de M. Rainville. Quelques jours plus tard, en Ligue des Champions contre l'Apoel Nicosie, Cavani marque de nouveau. Et cette fois, malgré la polémique, il refait le même mime du fusil, mais en l'inclinant vers le sol. Une manière de désamorcer la tension sans renoncer à sa célébration fétiche. Août 1994. La Première Ligue découvre un nouvel attaquant, Jürgen Klinsmann, arrivé à Tottenham. Mais avant même son premier match, la presse anglaise l'a déjà catalogué de simulateur. Alors, le jour de ses débuts face à Sheffield Wednesday, Klinsmann décide de répondre. À la 82e minute, il claque une superbe tête plongeante. Le ballon finit au fond des filets. Il décide de célébrer en réalisant un plongeon vers le poteau de corner sur la pelouse, imitant les chutes dont tout le monde se moquait. Ses coéquipiers le rejoignent, imitant eux aussi des plongeons théâtraux. Le public rit, la presse salue l'autodérision, mais l'arbitre, lui, ne trouve pas ça si drôle. Carton jaune pour comportement excessif. Tu l'auras vu, chaque célébration raconte une histoire. Et c'est ça, la beauté du foot. Des émotions qu'aucune règle ne pourra vraiment encadrer. Et toi, laquelle de ces célébrations trouves-tu la plus légendaire? Dis-le en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je te dis à bientôt. Ciao!